Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux donc, pour cette conférence au cours de laquelle nous allons aborder les troubles 10, donc, qui concernent entre 6 et 8% donc, des jeunes Français. Alors ils prennent de multiples formes, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie. Ils apparaissent au cours du développement de l'enfant et ils peuvent bien sûr persister à l'âge adulte avec des répercussions importantes sur la vie scolaire, professionnelle, sociale, et ils peuvent également provoquer un déséquilibre psycho-affectif, d'où l'importance de leur repérage, de leur dépistage, l'importance aussi de l'accompagnement. Autant de sujets donc, que nous allons aborder au cours de cette conférence. Nous avons le grand plaisir de recevoir Jérôme Bianchi, donc, qui est neuropsychologue, Franck Ramu, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, professeur au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'École normale supérieure, Sylvain Tamier, ergothérapeute, Marianne Delétang, vous êtes présidente de la Fédération dyspraxique mais fantastique, et nos échanges vont être animés par Julie Malor, journaliste au Point. Bonjour, merci beaucoup. Merci de venir aussi nombreux pour entendre, en tout cas essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'on entend par cette grande famille des 10. J'aimerais qu'on commence peut-être, Marianne Delétang, par un témoignage, puisque vous êtes très directement concernée. Tout à fait, donc je suis concernée puisque je suis maman d'une jeune fille de 19 ans qui est multi-10. Qui est né avec 3 mois d'avance il y a 19 ans. À cette époque, la dyspraxie, entre autres, n'était pas du tout connue. Moi, quand même, vers l'âge de 2 ans, comme j'ai un autre enfant, je voyais que ma fille ne faisait pas tout à fait les mêmes acquisitions. Mais au début, je me suis dit que c'était normal, elle était un peu lente, elle était née à l'avance. Et puis, à l'entrée à l'école, ça s'est corsé. Et donc, c'est à ce moment-là que donc, ma fille ne voulant pas faire de découpage, pas de perles, pas de gommettes, etc. Donc, on s'est tourné vers l'hôpital Lanval pour avoir un diagnostic. Et donc, là, on a commencé, j'appelle ça le parcours du combattant et les rééducations, etc. Enfin, tout le parcours dont on va parler certainement. Pour arriver à compenser ces difficultés qui bien sûr resteront présentes toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle a passé un bac international, elle est étudiante et donc elle est sur la bonne voie. Toutes ces années, nous l'avons soutenue, ses parents, toute sa famille, et ça a été capital. Mais ça aussi, je pense qu'on va en parler. Absolument, merci beaucoup. Est-ce qu'on a envie de commencer par le début, Franck Ramu? Qu'est-ce qu'on entend par 10? Quelle est cette famille, la variété que cela englobe? Ce qu'on sait aujourd'hui et le pourcentage que vous nous donniez effectivement d'enfants concernés. Oui, donc ce qui a été dit en entrée a été tout à fait juste. Oui, 6 à 8% d'enfants concernés. Qui peuvent présenter des troubles variés. En gros, les troubles 10, c'est une trajectoire de développement qui est un petit peu différente, à la fois une trajectoire de développement du cerveau et une trajectoire de développement cognitif qui affecte en général une ou quelques fonctions cognitives bien précises. Donc par exemple, si ça affecte le développement de la coordination des gestes, ça va être la dyspraxie. Si c'est plutôt le langage qui est touché, on va appeler ça dysphasie ou trouble du langage. Et puis, il y a des troubles 10 qui vont se manifester plus tard à l'école, lorsque les apprentissages exigent certaines capacités. Donc, typiquement, l'apprentissage de la lecture. Certains enfants vont être en grande difficulté là-dessus. On va appeler ça la dyslexie. Il y en a d'autres qui sont en difficulté sur l'apprentissage du calcul. Ça va être la dyscalculie. Et ainsi de suite. Il y a aussi le TDAH, trouble déficit d'attention, hyperactivité, qui affecte surtout la capacité à focaliser son attention. Donc voilà, c'est très varié et on peut dire aussi que beaucoup de ces enfants n'ont pas forcément un seul trouble 10, mais ils peuvent en avoir plusieurs. Donc c'est ce qu'évoquait Marianne, je crois, dans son cas aussi. Voilà, tout ça c'est un paysage assez typique.
Est-ce qu'on est dyslexique? Est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on sait s'il y a des facteurs qui déclenchent? Donc les facteurs impliqués, on les connaît partiellement, on les connaît pas forcément tous, mais on sait qu'ils sont précoces. Donc il y a une composante génétique qui est très claire, et il n'y a pas qu'une composante génétique, il peut y avoir des facteurs de risque prénataux ou périnataux. D'ailleurs, Marianne a évoqué le fait que sa fille était née un petit peu en avance. Dans son cas, je ne serais pas capable de dire si ça a participé, mais c'est un facteur de risque qui est bien connu. Et puis après, évidemment, il peut y avoir aussi l'environnement langagier, l'environnement social qui rajoute encore une couche de facteurs. Très bien. Alors finalement, il y a un côté roulette russe, hein, on comprend, c'est-à-dire que les parents se retrouvent avec un enfant en difficulté, et généralement à l'école, vous disiez, Marianne, enfin c'est le moment où ça démarre. Comment est-ce qu'on fait finalement quand on est parent, et comment est-ce qu'on découvre le problème, sa nature? Alors, on ne le découvre pas forcément soi-même, c'est-à-dire que, en général, c'est vrai que, je vais dire, à l'école, les acquisitions ne vont pas se faire, donc ça peut être les enseignants qui vont alerter la famille. À la maison aussi, l'enfant va avoir du mal à s'habiller, les boutons à l'envers, les lacets, ça ne marche pas, se coiffer, se brosser les dents. Donc, au fur et à mesure où le temps passe, eh bien, on va voir quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc là, c'est l'importance aussi d'être à l'écoute de son enfant, de pouvoir repérer ce qui aurait dû se faire comme acquisition qui ne s'est pas fait, et de consulter, hein, puisque évidemment, c'est avec le diagnostic qu'on va pouvoir mettre en place des aménagements qui vont aider l'enfant et qui vont lui permettre d'avoir une vie la plus normale, entre guillemets, possible. Très bien. Alors, Jérôme Bianchi, vous êtes donc neuropsychologue à Nice, et pour aider les parents, justement, qui sont dans cette zone de flou, vous avez une trouvaille, quelque chose qui pourrait d'ailleurs révolutionner, j'ai envie de dire, le monde du diagnostic. Oui, ce que disait Franck, c'est qu'effectivement, on parle là de trouble 10. Il ne faut pas oublier la comorbidité, hein, que chez un seul enfant, on peut retrouver plusieurs troubles, ce qui va complexifier nettement la prise en charge, la détection. Et ce que disait Marianne, c'est très juste, c'est de savoir effectivement, à partir du moment où on a cette alerte, notamment de la part de l'école, se dire, finalement, qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe. Hein. Et je pense qu'effectivement, à l'entrée de ce labyrinthe, tout se joue, parce que c'est à ce moment-là où, si on rentre par la bonne porte, on va pouvoir effectivement permettre à l'enfant d'évoluer, tant sur le plan de la prise en charge que sur le plan psychologique, hein, puisqu'il y a aussi cette partie-là qui est à prendre en compte. Et donc avec mon équipe de recherche, je ne sais pas si... Bon, c'est pas grave. Ça arrive tout de suite. Merci. Merci. Avec mon équipe de recherche, on a mis au point un questionnaire à destination des parents. C'est un questionnaire qui est gratuit. On pense foncièrement que les parents sont les premiers experts des enfants en difficulté, des enfants tout court. Et donc, ce questionnaire, c'est un questionnaire qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et ça permet en fait aux parents de se prendre en main dans la détection des troubles. Ce n'est pas un questionnaire diagnostique, hein, mais c'est pour accéder effectivement au repérage de ces difficultés. Donc c'est un questionnaire qui va balayer beaucoup de sphères, hein, qui renvoie, comme disait Franck, à plusieurs types de troubles. Et à partir de là, on a créé en fait un manuel, et ce manuel, on le considère comme une boussole. C'est-à-dire que le questionnaire permet d'identifier les difficultés, et le manuel permet d'augmenter l'expertise des parents. Voilà. Aujourd'hui, on en arrive à un point où on se décentre un petit peu aussi de la prise en charge de l'enfant. Jusqu'alors, l'enfant a un problème, on va prendre en charge l'enfant. Et on s'est rendu compte en fait qu'en faisant de la guidance parentale et en montant le niveau d'expertise, que ce soit des parents d'ailleurs ou des enseignants, eh bien on aménage l'environnement de l'enfant, et c'est ce qui permet de soulager réellement l'impact des troubles.
Donc en fait, nous, on s'inscrit dans une démarche, on va dire, pré-diagnostic, c'est-à-dire un enfant en difficulté qui a des difficultés d'apprentissage ou des difficultés d'attention ou des troubles moteurs. Les parents sont face au labyrinthe et notre outil Identidis va permettre aux parents de rentrer par la bonne porte. Alors c'est un questionnaire, on répond par oui ou par non, ça prend combien de temps ? C'est quasiment ça, on répond par oui, rarement ou non. Donc, c'est un questionnaire qu'on trouve sur le site internet, soit en version papier, soit en version online, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez remplir votre questionnaire directement sur le site et le site vous identifie, place votre enfant selon les sphères évaluées. S'il est dans le vert, le questionnaire n'identifie pas de difficulté. S'il est dans le orange, on a une plainte modérée qui nécessite malgré tout la mise en place d'exploration plus poussée. Ou alors dans le rouge, si on détermine que l'enfant sur cette sphère est en difficulté. Alors, est-ce que vous portez est-ce que la fin du questionnaire porte un diagnostic précis ou vous invitez les parents simplement à consulter tel ou tel professionnel ? Alors vraiment, on ne se substitue pas du tout aux professionnels. On est vraiment là pour prendre la main des parents et pour les emmener vraiment à l'entrée du labyrinthe, j'allais dire, mais par la bonne porte. Ensuite, nous, avec le manuel 2.0, on les guide vers certains professionnels. D'accord ? On se pose toujours la question, un enfant qui parle pas à 4 ans, qui on va consulter ? Est-ce que c'est un pédopsychiatre ? Est-ce que c'est une orthophoniste ? Bon, nous, on a fait le choix pour justement accélérer l'accès au diagnostic et surtout la prise en charge. D'accord. Alors, on peut rappeler le nom de... C'est Identidis, donc disponible gratuitement sur identidis.com. Et je rajoute que mon équipe et moi-même, on est une équipe bénévole. Et donc c'est un projet totalement bénévole et on ne gagne pas un centime dessus. Très bien. Et que tous les parents devraient, quand vous parliez du pourcentage d'enfants concernés, on se dit que la plupart des parents pourraient se soumettre au questionnaire, en tout cas sans peur. Une fois qu'on a détecté le problème, la panne, qu'est-ce qu'on fait justement ? Vous parliez de la question de l'orientation dans le labyrinthe. On va parler un peu peut-être de l'éventail des possibilités. Marianne ? En général, ce qu'on fait, c'est que donc on va s'orienter vers des professionnels de santé qui vont pouvoir poser un bilan qui va nous permettre de poser des aménagements. Pour aider les familles, donc il y a les associations, comme la Fédération dyspraxique mais fantastique dont je fais partie, qui va vraiment accompagner les familles dans cette démarche diagnostique, bien sûr avec des professionnels comme l'ergothérapeute, l'orthophoniste, neuropsychologue, il y a tout un éventail. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs ensuite qui vont permettre d'aménager notamment la scolarité de l'enfant pour lui permettre d'aller le plus loin possible. Marianne, j'ajoute que vous participez à 2 ateliers cet après-midi, donc pour les personnes qui souhaitent vous rencontrer, parce qu'on ne parle pas suffisamment de l'importance d'être accompagné aussi par une association. Tout à fait, et je me permets d'ajouter que ces ateliers dans la peau d'un 10 donc, vous permettront de toucher d'un peu plus près quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes 10. Franck Ramuvier, alors... Oui, juste pour insérer une petite remarque, puisque là on est passé assez rapidement du constat de l'observation d'un trouble chez l'enfant à une démarche diagnostique, à une prise en charge chez des professionnels de santé. Rappelons aussi que l'école a un rôle à jouer. L'école, c'est souvent le lieu où se révèlent les troubles. Et en ce qui concerne les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, donc de la lecture et des mathématiques, les enseignants sont quand même en première ligne, à la fois pour le repérage des troubles, puisque c'est eux qui observent les apprentissages et les difficultés d'apprentissage, mais aussi pour la prise en charge de première intention. Devant un élève qui est en difficulté d'apprentissage de la lecture, quelle que soit la raison, on ne la connaît pas encore puisqu'on n'en est pas là,
c'est la responsabilité de l'enseignant d'offrir une prise en charge de première intention, c'est-à-dire une remédiation de nature pédagogique. Un enfant qui apprend un petit peu différemment, il faut lui enseigner de manière un petit peu différente. Et évidemment, il y a des recommandations sur comment enseigner la lecture avec les élèves qui sont en difficulté. Et ça n'est que après plusieurs mois de ce type de remédiation pédagogique et devant éventuellement un constat d'échec de cette remédiation, que là, il devient approprié d'en référer à des professionnels de santé pour commencer à faire des bilans qui vont éventuellement conduire à un diagnostic et à une prise en charge par un médicament. Et alors vous pensez que les enseignants en maternelle, primaire, tous ceux qui sont en première ligne pour détecter, est-ce qu'ils ont les outils, est-ce qu'ils sont armés, est-ce qu'ils ont le savoir pour justement prendre en charge? Souvent détecter, sans doute, puisqu'ils constatent les enfants à la traîne peut-être, est-ce qu'ils sont armés pour pouvoir aller au-delà? Plus ou moins, ça fait partie effectivement des difficultés, des secteurs sur lesquels il faut progresser, bien entendu, la formation des enseignants sur le repérage et la prise en charge des enfants avec des troubles des apprentissages. Ça fait partie des actions sur lesquelles le Conseil scientifique de l'éducation nationale essaye de travailler. C'est pour ça qu'il a proposé les évaluations nationales en CP-CE1, c'est pour fournir aux enseignants des outils de repérage de ce type de difficultés. Et l'objectif était aussi d'inciter les enseignants, lorsque de telles difficultés sont repérées, à offrir justement des remédiations pédagogiques. Et c'est là que, malheureusement, on n'a pas encore été tout à fait au bout de ce travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à offrir aux enseignants tous les outils dont ils auraient besoin pour faire ces remédiations et à évidemment former tous les enseignants qui devraient l'être. Comment ça se passe au niveau des mentalités? Parce que j'ai envie de dire que sur quelques décennies, moi quand j'étais gosse, ça n'existait pas les 10. On était juste mauvais, on repiquait, on repiquait. En tout cas, on ne parlait pas, il y avait les bons et les pas bons. On aiguillait rapidement les mauvais élèves sans se poser de questions. Et justement, quel est l'accueil aujourd'hui et dans les mentalités, par exemple, des enseignants? Est-ce qu'ils sont ouverts ou est-ce qu'ils ont l'impression que c'est artificiel et que finalement c'est un effet de mode? Oui, alors les attitudes sont variées. C'est vrai que moi ça fait à peu près 15 ans que je fais des formations aux enseignants et c'est vrai que quand je parlais de la dyslexie aux enseignants il y a 15 ans, j'avais pas mal de retours sceptiques, on va dire, du fond de la salle. Et quand je fais aujourd'hui, c'est plus du tout la même attitude. Les enseignants sont très en demande d'éclairage scientifique sur les troubles des apprentissages. Donc oui, il y a un vrai changement d'attitude. Ce que vous disiez est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on n'en parlait pas des troubles 10 et l'éducation nationale ne s'en occupait pas du tout. Et aujourd'hui, elle est débordée de demandes de plans de PAP, de PPS, d'aménagement pédagogique, d'adaptation, etc., à tel point que certaines personnes ont l'impression qu'il y a une épidémie de troubles 10, comme si les nombres augmentaient. Bon, disons quand même que d'un point de vue épidémiologique, et on a fait le travail, il n'y a pas du tout d'augmentation du nombre réel de cas. C'est juste qu'on les repère mieux, on les diagnostique plus, et ils ont obtenu des droits grâce à la loi de 2005 sur le handicap. Donc évidemment, les familles font valoir leurs droits et forcément, l'éducation nationale est inondée de demandes. Mais c'est parfaitement normal en fait. Mais on a l'impression qu'il y a une inertie, que les choses sont très lentes à avancer malgré tout. Oui, ça avance lentement, mais ça avance quand même. Ça avance, très bien. Peut-être une question, Julie, si vous me le permettez, un petit peu dans la continuité de la vôtre. On parle aussi beaucoup de dyslexie, ça veut dire que c'est le trouble le plus fréquent, parce que par exemple la dyscalculie, on en parle finalement encore assez peu. Oui, donc la dyslexie est le trouble le plus fréquent, c'est à peu près 5% des enfants, alors que par exemple dysphasie, dyspraxie, on est plutôt aux alentours de 1-2%. La dyscalculie, c'est un peu différent, c'est un trouble c'est une entité qui est un petit peu plus controversée. Même tous les chercheurs ne sont pas tous d'accord qu'il existe une telle entité diagnostique. Mais bon, des difficultés en mathématiques, il y en a plein de toute façon. Après, est-ce qu'on leur donne telle ou telle étiquette? C'est un problème relativement secondaire. Alors, pour ce qui est de la suite, de l'avancée, je vais m'adresser à Sylvain Tamier. Donc, vous êtes ergothérapeute et vous agissez, vous êtes un homme de terrain, j'ai envie de dire. Vous êtes, vous proposez, vous arrivez avec une caisse à outils pour dépanner les familles. Racontez-nous. Alors non, j'ai pas de caisse à outils. Par contre, l'ergothérapeute en général a une démarche qui fait qu'on va aller repérer dans les activités que l'enfant a besoin de réaliser, ce qui va poser problème.
Est-ce que, par exemple, quand un enfant est en difficulté pour réaliser un exercice de mathématiques, quelle est la part des difficultés liées à son profil développemental, à lui? Quelle est la part de son environnement, c'est-à-dire comment l'exercice lui est proposé, sous quelle forme écrite? Est-ce qu'on a des outils qui lui permettent de manipuler? Est-ce que l'activité est trop complexe pour lui? Voilà, donc on va essayer d'aller analyser un petit peu dans tout ça qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer pour favoriser l'accès à l'activité. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent, par exemple, un dyslexique qui aurait des difficultés à lire, forcément on peut imaginer qu'il va être en difficulté pour réaliser l'exercice s'il lui est proposé uniquement sous forme écrite. Un dysphasique à qui on propose le même exercice sous forme orale ne sera pas plus aidé. Donc en fait, on va essayer d'aller multiplier les entrées sensorielles, c'est-à-dire la manière dont les choses vont être présentées, en tout cas dans un contexte scolaire. Là, je parle d'une activité scolaire, pour améliorer l'accès à l'activité, pour faire en sorte que l'enfant puisse faire la même chose que les autres. L'ergothérapeute va travailler autour d'activités scolaires, là c'est le sujet aujourd'hui, mais aussi autour d'activités plus quotidiennes, puisqu'on parlait de la dyspraxie tout à l'heure. Elle peut impacter les apprentissages qui s'effectuent à la maison, apprendre à s'habiller, apprendre à se laver, apprendre à être autonome dans la vie de tous les jours, prendre un transport en commun, etc. Tout ce qui va toucher à l'organisation des choses du quotidien. Alors, au quotidien, justement, est-ce que... moi, c'est la question que je me pose. Une fois qu'on a mis en place toutes ces choses, est-ce qu'on assiste à des améliorations? Est-ce que finalement, c'est du soutien pour que les enfants soient peut-être moins malheureux ou moins en souffrance? Parce que c'est un handicap invisible. Je veux dire, si un enfant qui a besoin de lunettes, on lui met des lunettes, tout le monde voit qu'il a des lunettes, on ne lui demande pas de voir sans lunettes. Un enfant qui a ce type de pathologie, c'est plus compliqué. Donc, la finalité de tout cet accompagnement, est-ce qu'on améliore l'état? Est-ce qu'il va être moins dyslexique? J'en sais rien. Est-ce que ça se soigne ou est-ce que ça s'accepte? Ça s'accepte avant tout. C'est pas quelque chose qu'on va soigner puisqu'on va considérer que c'est une particularité cognitive. Est-ce qu'on va soigner un gaucher? Je crois pas. Donc un dyslexique, un dyspraxique, voilà, il a sa particularité cognitive, il est comme ça. Donc non, on va pas le soigner. Par contre, on va l'aider à s'adapter à sa vie de tous les jours. Voilà. Comme un gaucher est obligé un petit peu de s'adapter, mais il va exister par exemple aujourd'hui des ciseaux pour gaucher. Le but, ça va être d'aider ces enfants-là à répondre aux exigences de leur environnement. Alors après, évidemment, la finalité, elle est aussi déterminée par l'enfant et sa famille, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur ce qui est important et nécessaire pour l'enfant, et généralement les objectifs, en tout cas en ergothérapie, sont définis en général par la famille et par l'enfant, si on peut, parce que la demande émane souvent des familles. On a la plainte numéro 1, ça va être une plainte autour de l'écriture, avec des difficultés pour prendre des notes en classe, etc. Ça va être l'objectif de la famille. Et puis on s'aperçoit que, par exemple, pour l'enfant, lui, son problème, ça va être pouvoir jouer au cerceau ou à l'élastique avec ses copains dans la cour. Donc il va falloir aussi qu'on trouve un petit peu un terrain d'entente entre les deux et avoir des objectifs partagés. Très bien. Franck, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Sylvain à propos de l'enfant et des objectifs de l'enfant. Je pense que c'est très important aussi que les parents l'encouragent et que l'enfant apprenne à vraiment avoir une connaissance très fine de ses difficultés et donc de ses besoins et de pouvoir les exprimer. Parce que c'est aussi ce qui va lui permettre, quand il va grandir, de trouver des stratégies de compensation et évoluer dans sa vie d'adulte et dans son insertion sociale et professionnelle. Donc c'est important aussi. Merci. Merci. Franck, vous vouliez... Oui, peut-être pour compléter ce que disait Sylvain, je pense qu'il y a quand même un petit peu de place pour le soin aussi dans les troubles, les troubles 10, les troubles des apprentissages, dans la mesure où les fonctions qui sont déficitaires, que ce soit le langage, la lecture, le geste, ça peut se rééduquer dans une certaine mesure. Donc on peut soigner, simplement ce qu'il ne faut pas attendre, c'est de guérison.
l'enfant, il va toujours, et même l'adulte, il va rester avec une difficulté, ça va lui demander plus d'efforts, etc. Mais donc, une partie des stratégies, c'est des stratégies quand même thérapeutiques qui visent à remédier, rééduquer les fonctions déficitaires. Et puis, comme on voit que ça permet de progresser, mais ça ne suffit pas totalement à guérir, il y a aussi une deuxième voie qui est la voie de l'adaptation et de la compensation. Et là, c'est ce que décrivait Sylvain, puisque c'est son métier d'ergothérapeute finalement que de proposer des outils d'adaptation et de compensation. Mais donc, c'est deux stratégies qui ne sont pas mutuellement exclusives. En général, on poursuit les deux en parallèle. Et je rebondis, finalement, on voit que c'est une intervention multimodale. C'est-à-dire qu'on le voit très bien en cabinet quand on prend en charge soit pour compenser, soit pour éduquer. Et si on n'a pas l'adhésion de l'école, bah, on fait la moitié du travail. Et en fait, je pense que la finalité, c'est l'autonomie de l'enfant. Voilà. Et du jeune adulte, du coup. Alors c'est un travail d'équipe. Ah, complètement. Et si on n'a pas tous les partenaires, on part avec un handicap, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est toute la difficulté de communication avec l'éducation nationale, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors je suis tout à fait d'accord avec Franck, c'est vrai que je pense qu'il faudrait axer davantage sur la formation continue des enseignants, parce qu'il y a toujours cette notion de, effectivement, on n'est pas formé initialement à la détection, prise en charge de ces enfants-là, mais il y a surtout aussi que dans tous les métiers, on apprend à se former au jour le jour. Et aujourd'hui, il y a 50 ans encore, je comprends, mais aujourd'hui, effectivement, on a les supports de compréhension, d'acquisition d'expertise. Et donc, je pense qu'il faut vraiment bouger sur cette notion de formation continue. Et peut-être aux enseignants de s'auto-former, en tout cas de s'informer. Complètement. Ça doit être une démarche personnelle et de toute façon on le voit aussi sur le terrain quand on dit qu'effectivement ça va dépendre aussi de l'individu, du prof sur qui on va tomber, bah, c'est exactement ça. Ça ne dépend pas forcément du nombre d'enfants dans une classe, même si ça constitue un frein. Il y a aussi effectivement la volonté personnelle de mieux comprendre en fait la matière première de son propre travail, là en l'occurrence les enfants. D'accord. Alors, pardon. Juste aussi pour rebondir là-dessus, il y a peut-être aussi le partenariat recherché, au-delà de la formation, le partenariat avec tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Et c'est vrai ça, par rapport à ce que tu disais, le fait que les enseignants effectivement ont quand même évolué. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de demandes de partenariat, d'appels d'enseignants, de demandes de rendez-vous. C'est vrai que j'aime rien particulièrement en classe, donc c'est vrai que pour travailler pas mal avec les enseignants, je trouve que ce partenariat est quand même aujourd'hui beaucoup plus présent qu'au début en tout cas de mon activité. Alors aujourd'hui, donc les parents prennent de plus en plus conscience parce qu'ils sont informés, que les choses portent un nom. Et finalement, ils sont aussi dans un labyrinthe ou parfois dans un grand désert et ne savent pas du tout à quel sein se vouer. Franck Ramus, c'est la porte ouverte aussi à pas mal de propositions diverses et variées, de remèdes miracles, de solutions de perlimpinpin. Est-ce qu'il faut se méfier ou est-ce qu'il faut tout essayer ? Oui, donc c'est vrai que dans ce labyrinthe, certaines familles sont un peu perdues et même parfois désespérées, et donc sont prêtes à saisir n'importe quel remède miracle qui leur est offert. Et évidemment, il y a des gens qui exploitent ça, puisque des nouveaux remèdes miracles pour les troubles des apprentissages, il en sort tous les ans. Donc vous avez sans doute entendu parler de la lampe magique pour la dyslexie, des lunettes magiques, de la posturologie, les semelles compensées, les exercices de relaxation, etc. Bon, il en sort tout le temps. Et il en sort plus vite qu'on a la capacité à évaluer leur efficacité, puisque contrairement aux médicaments, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché et d'évaluation préalable. Donc il faut quand même rester extrêmement sceptique de toutes ces propositions qui abreuvent les familles, parce qu'en général, toutes ces choses-là n'ont pas du tout été évaluées, et quand elles l'ont, en général, elles ne font pas de preuve d'efficacité. Donc voilà, il n'y a pas de remède miracle à attendre, de toute façon, ça va être compliqué, les troubles des apprentissages. Les seules interventions qui ont vraiment montré une certaine efficacité, c'est celles qu'on connaît déjà depuis assez longtemps, qui sont relativement traditionnelles, la rééducation orthophonique pour le langage oral et pour le langage écrit, des remédiations en mathématiques, la psychomotricité pour la coordination du geste, mais voilà, il faut avant tout s'adresser aux professionnels compétents.
Alors, cette histoire des lunettes magiques, oui, et puis alors, évidemment, avec l'aide de la grande presse, tout le monde a annoncé le remède miracle. Moi, à l'époque, je me suis demandé si, finalement, ça ne jouait pas sur la méconnaissance, en tout cas, du problème. Enfin, est-ce qu'on sait... On avait l'impression que tout à coup on découvrait comment ça fonctionnait dans le cerveau, donc on pouvait, grâce à des lunettes magiques, compenser. Où en est aujourd'hui l'état de la recherche, justement, de ce point de vue-là? Je ne veux dire, pas de l'invention des lunettes magiques, mais est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce qu'on cherche beaucoup à solutionner? Est-ce qu'on va un jour découvrir, je ne sais pas, le vaccin ARN messager pour... Oui, non, on fait de la recherche, enfin moi-même je fais de la recherche sur les causes de la dyslexie, des troubles du langage, etc. La recherche progresse lentement, comme toujours, et bon, on comprend relativement bien finalement les bases cérébrales des difficultés en langage, mais bon, il ne faut pas en attendre de révolution thérapeutique pour autant. Voilà, on connaît les bases cérébrales des troubles du langage, mais qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il faut rééduquer les troubles du langage. Donc l'idée que ça va nous mettre sur la piste d'un remède miracle est malheureusement extrêmement naïve. D'accord. Alors au niveau des possibilités d'avenir, est-ce qu'il faut changer l'école, vu le pourcentage d'enfants concernés? Je ne sais pas s'il faut changer l'école, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait partir du principe qu'une adaptation pertinente pour un enfant en difficulté serait aussi une adaptation pertinente pour n'importe quel enfant. Le tort peut-être qu'on a eu dans le passé, c'est après identification des difficultés, les professionnels avaient tendance à mettre une petite tartine d'adaptation, et c'est vrai qu'on comprend les équipes pédagogiques qui se sont vite senties complètement débordées. Aujourd'hui, on essaie plutôt de réfléchir en termes d'adaptation raisonnable, d'accord, pour justement faciliter l'intégration de cette adaptation dans une salle de classe avec 30 élèves. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, dans nos recommandations, ça ne sert à rien de mettre 30 adaptations, parce que de toute façon, on sait que ces pauvres professeurs vont se sentir débordés, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je pense à nous aussi, avec l'aide de la recherche, d'essayer de cibler qu'est-ce qui a le meilleur ratio bénéfice et coût, en fait. Merci beaucoup. Je propose, Julie, que nous prenions quelques questions dans le public, donc n'hésitez pas à lever la main. Je rappelle aussi, Jérôme Bianchi, on vous retrouve à midi pour la dédicace d'Identi 10. Avec mon équipe. Avec votre équipe, formidable. Et nous allons peut-être donc prendre une première question. Oui, sur la gauche. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nicole et je suis bénévole de l'association Parents-Enfants Dyslexiques de l'Académie de Nice. J'aimerais témoigner de quelque chose d'important qu'on voit déjà dans le titre de votre association, madame, c'est dyspraxique mais fantastique. Ça veut dire qu'un enfant dyslexique, quel que soit le dys dont il est atteint, a des qualités, a des centres d'intérêt souvent créatifs, souvent liés à des compensations qui lui ont donné des compétences réutilisables, notamment quand on apprend en équipe. Il est possible qu'au lieu d'être celui qu'on présente comme le lent ou celui qui ne comprend pas du premier coup, peut être, dans le cadre non compétitif mais collaboratif, un élément très fort. Merci pour ce témoignage. On peut vous applaudir. Marianne, peut-être une réaction. Je vous remercie, madame, pour votre intervention. Et en effet, j'ai plein de choses à dire, mais le temps est limité. S'appuyer sur les forces de l'enfant et de la personne 10, c'est tout à fait une stratégie qu'il faut adopter. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, sur la gauche. Je suis en haut. Oui, bonjour. Bonjour, je suis en haut. J'avais une question. Vous disiez qu'en fait, on ne peut pas attendre de guérison du 10, mais par contre, précédemment, on nous a expliqué que le cerveau était plastique. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine contradiction, et j'aimerais bien, si vous pouviez nous expliquer tout ça. Franck Ramu? Oui, c'est vrai que le cerveau est plastique dans une certaine mesure. Voilà.
C'est vrai que certaines personnes en ont fait un peu trop avec la plasticité cérébrale et ont induit les gens à penser qu'on pouvait faire n'importe quoi avec le cerveau, que c'était une pâte à modeler, qu'on pouvait réorganiser, etc. comme ça. Ben non, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une certaine plasticité parce qu'on est tous capables d'apprendre. Et si on est capable d'apprendre, c'est bien parce que notre cerveau se modifie pour implémenter ces apprentissages. Mais voilà, le cerveau, il est structuré, son architecture, elle est fixée relativement tôt dans le développement fœtal, hein, donc avant même la naissance. Et cette organisation de base, si elle est faite différemment, on ne va pas pouvoir recabler les neurones. Donc voilà, on peut apprendre, on peut progresser, on peut faire jouer la plasticité cérébrale jusqu'à un certain point. D'où l'importance de prendre en charge tôt. Voilà. Oui, absolument. Merci pour ce rappel. Oui, une question là-haut. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question. En fait, je suis étudiant et j'ai pas mal d'amis qui, justement, sont 10. On a eu la chance d'étudier dans des grandes écoles. Et qu'est-ce qui fait que certains qui sont 10 arrivent à atteindre les plus grandes écoles ou peu importe, alors qu'il peut y avoir des troubles d'apprentissage? Vous voyez? Franck et puis Jérôme. Parce que chaque individu est différent et donc le fait d'être 10 lexique ou 10 praxique, etc., ça ne dit rien des autres facultés cognitives que vous avez à côté. Et donc, si vous avez des bonnes compétences cognitives à côté de votre déficit, eh ben, ça va vous permettre de compenser, ça va vous donner de bonnes capacités d'apprentissage par ailleurs. Et effectivement, les personnes avec trouble 10, sous certaines conditions et dans certains cas, ils peuvent faire des études supérieures très brillantes. Moi-même, j'en ai à l'école normale supérieure, donc c'est possible. Mais ça dépend des individus. D'accord. Du coup, c'est pas une finalité. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une sorte d'espoir, entre guillemets. Absolument, oui. Il y a toujours de l'espoir, mais ce qui compte aussi, c'est l'aspect cumul. Vous avez forcément des individus qui vont cumuler plusieurs troubles et ça dépend, comme disait Franck, des capacités cognitives de chacun. C'est ce qu'on appelle les facteurs protecteurs. Donc en fait, on ne peut jamais savoir à l'avance comment vont évoluer les choses ou la situation pour un même individu. Ça dépend de la sévérité des troubles aussi, non, peut-être, et de l'environnement dans lequel vit le jeune. S'il est entouré, s'il a bénéficié d'adaptation et d'aménagement assez tôt, comme on en parlait. Comme disait Jérôme, plus tôt c'est repéré, mieux c'est. Après, quelqu'un qui serait, dans votre cas par exemple, étudiant et repéré au moment, je ne sais pas, après le bac, ce sera peut-être plus difficile. Merci beaucoup. On a une question en haut à gauche. On entend de plus en plus parler de pathologie. Et je voudrais savoir si le portable n'a pas une influence. Et on voit pendant la Covid que ça a accentué le phénomène. Et je suis étonné que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'études là-dessus, qu'il n'y ait pas des chercheurs qui se lancent un programme pour voir les effets négatifs et les résultats. Et ne pourrait-on pas appliquer dans ce cas-là le principe de précaution, à savoir limiter? Les Américains l'ont fait, et je rappelle quand même précédemment pour le sang contaminé, pour Tchernobyl aussi, où le nuage était arrêté. Et là, les scientifiques sont un petit peu atones là-dessus. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une réponse? Merci pour cette question. Oui, Franck. Mais les recherches sont faites en fait. Hein. Moi-même, je suis impliqué dans une recherche sur la cohorte ELF où on regarde les effets de l'exposition aux écrans des enfants sur le développement du langage, des fonctions cognitives, etc. Et éventuellement sur des troubles. Et on a déjà beaucoup de résultats publiés dans d'autres pays. Mais en vérité, par contraste avec les discours catastrophistes, les preuves d'un effet nocif des écrans ne sont pas si évidentes que ça. Si vous voulez, les écrans, c'est juste un support. Tout dépend de ce qu'on en fait, des contenus qu'on voit, etc., des activités qu'on y fait. Ils n'ont pas forcément un impact très négatif. Donc, il y a un peu une tendance à la diabolisation des téléphones, des écrans, etc. Mais en tout cas, en aucun cas, ils sont la cause des troubles des apprentissages, pas plus qu'ils sont la cause des troubles du spectre autistique. Voilà, ce sont des objets dans notre environnement. Et comme les livres, il peut y avoir des bons contenus et des mauvais contenus. On peut en faire un bon usage et un mauvais usage. Et je pense que l'enjeu, c'est plutôt d'essayer de guider les gens vers des usages qui sont positifs. Merci beaucoup. Une question sur la droite ?
Bonjour, merci pour cette conférence. Moi-même, maman d'une petite multi-10, et j'ai récemment utilisé le questionnaire Identi-10. Je trouve que tout ce qui est la partie, effectivement, identification, c'est un questionnaire qui est très bien. Aujourd'hui, en fait, je voulais juste partager un constat. Ce qui est compliqué, parfois, c'est l'accès aux soins, l'accès aux spécialistes. Et même s'il y a beaucoup d'espoir dans toute la partie identification et reconnaissance des troubles, les parents qui sont confrontés à ça savent que parfois, trouver un orthophoniste où il n'y a pas 6 mois, 1 an d'attente, qui soit spécialisé dans certains troubles spécifiques comme la dysphasie, c'est pas si simple. Et je voulais savoir si vous aviez des éléments de réponse à apporter à ça, même un neuropédiatre ou un pédopsychiatre spécialisé. Aujourd'hui, ça peut être très compliqué d'obtenir des rendez-vous. Marianne, peut-être, au niveau de votre association, c'est une remarque qui revient souvent. C'est un constat qu'on fait aussi, ça c'est sûr. Donc après, il faut essayer. On peut nous contacter, on peut essayer de vous aider. La première difficulté, comme vous le soulignez, c'est de trouver un spécialiste qui soit formé sur ce type de troubles. Et la deuxième chose, c'est d'obtenir le rendez-vous, en effet. Donc là, je n'ai pas de solution miracle, malheureusement. Un rendez-vous aujourd'hui à Nice avec un spécialiste du TDAH, c'est 2023-2024. Après, ça dépend qui vous avez consulté. C'est pour dire que c'est très bien de parler d'identification tôt, précoce. Pas propre à Nice, sans doute. Ce n'est pas propre à Nice, sans doute. Non, c'est pas propre à Nice. Non, je dénonce pas Nice particulièrement. Je pense que c'est une problématique. Donc, je ne sais pas qui vous avez consulté ou qui vous avez essayé de consulter. C'est pas le sujet ici. Je voulais juste dire que c'est très bien d'identifier précocement, mais qu'il ne faut pas se leurrer. Parfois, l'accès est difficile. Tout à fait. Jérôme, oui, non, là, c'est vrai. Enfin, effectivement, pour trouver des professionnels rapidement, on n'est pas forcément les meilleurs, c'est clair. Après, il y a une chose qui est importante selon moi, c'est identifier, c'est important comme vous dites. Le professionnel, il est là aussi pour apporter le soin, comme disait Franck, mais avant le diagnostic, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que, selon moi, on ne va pas attendre d'avoir le diagnostic pour mettre en place des choses, y compris au niveau pédagogique. Pour moi, un enfant qui a un retard d'apprentissage parce qu'il a été hospitalisé et du coup il a accumulé ce retard, ou un enfant avec troubles spécifiques, c'est la même chose. C'est un enfant qui a besoin d'aide. Donc il y a vraiment deux notions, mais vous avez raison, pour l'accès aux soins, ça peut être très 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 compliqué pour les familles. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette conférence. On vous applaudit, on vous remercie. Merci infiniment. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver donc Jérôme Bianchi et son équipe pour Identi-10 à midi. Et pour donc les ateliers avec Marianne Delétang, il ne reste que quelques places, donc surtout inscrivez-vous sur Internet. Voilà, les premiers seront les grands gagnants. Merci beaucoup Julie, et on se retrouve donc dans quelques minutes pour notre prochaine conférence. Parkinson, TOC, dépression, thérapie d'aujourd'hui et de demain. Vous allez voir, c'est plein de promesses, donc à tout de suite.